On en parle avec Stéphane Bollack, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Bollack. Oui, bonjour, madame. Est-ce qu'on pourrait dire que ce pacte se présente un peu comme une solution à la crise migratoire qu'on connaît? Oui, écoutez, ça a un lien direct avec ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, la crise migratoire de 2015 qui a mobilisé la communauté internationale. Et à peu près un an plus tard, en 2016, la déclaration de New York a été adoptée pour justement concrétiser les bonnes intentions et en arriver à un texte, celui qui a été confirmé aujourd'hui, qu'on a négocié jusqu'en juillet dernier, et aujourd'hui on vient de confirmer un texte, oui, vous l'avez souligné, non contraignant, qui couche par écrit les bonnes pratiques dans le domaine des migrations, de la gestion des flux migratoires, et qui, plus précisément, explicite 23 objectifs qui vont de s'attaquer au trafic des migrants et la traite des personnes, la détention des migrants comme mesure de dernier ressort, la bonne gestion et l'accès des migrants et l'accès aux services de base. Et il y a aussi ce qui a fait polémique quand même beaucoup à Ottawa, cet objectif numéro 17 qui touche indirectement la liberté de presse parce que l'on suggère essentiellement que les États s'engagent à promouvoir finalement une information indépendante, objective, de qualité, y compris sur Internet, concernant la réalité, les enjeux touchant la migration internationale. Et ça va jusqu'à suggérer de retenir des subventions, des argents publics aux médias qui ne suivraient pas ces directives. Alors, ça a causé plus de polémiques, mais dans une large mesure, ça reste à être vérifié, voir si justement ça portera atteinte ou non à la liberté de presse, à la liberté de religion. Ce qui est intéressant aujourd'hui, M. Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, il a dit que, en particulier, la plupart de la migration se fait pas juste du sud vers le nord, donc c'est pas forcément que des migrants tels qu'on a connus dans la crise migratoire donc de 2015, mais beaucoup de gens qui vont d'un pays développé à l'autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui figure de façon importante dans ce pacte? Non, c'est certain que ça s'est complexifié, vous le soulignez, mais on doit néanmoins faire la part des choses. Ce qui cause des réticences, c'est auprès d'États qui reçoivent les flux migratoires. Donc, on a pensé, parce qu'à l'origine, ça a été négocié, ce texte-là, jusqu'en juillet dernier, avec quelques 192 États de la communauté internationale. Les États-Unis ont débarqué dès le début, là. Ils ont commencé en 193, mais ils ont claqué la porte, comme ils le font souvent depuis l'arrivée de M. Trump. Pour des initiatives à l'international. Et donc, de ces 193, on est rendu à 160 quelques États qui aujourd'hui ont confirmé leur approbation de cet instrument de droit mou non contraignant. Donc, on en a perdu une vingtaine. Ce sont des juridictions qui tous toutes sont des receveurs de flux migratoires. Alors, à cet égard, c'est une réalité évidemment qui est très différente de la très grande majorité des États de la communauté internationale qui n'ont pas à gérer, à subir, certains diraient, les conséquences, parce qu'il y a beaucoup de positifs évidemment de recevoir des flux migratoires, des gens qui nous arrivent de l'étranger comme ça, y compris au Canada, au Québec, mais il y a également un fardeau. Faut pas faire l'autruche là et ignorer cette réalité. Et pour une bonne partie, j'imagine, ils ont toutes leurs raisons qui leur sont propres. Évidemment, c'est vingtaines de juridictions qui ont décidé de ne pas aller de l'avant, mais c'est certainement tout en lien avec justement les fardeaux liés et l'aspect moins positif, disons-le comme ça, lié aux flux migratoires. Oui. Au mois de juillet, le texte avait déjà été, disons, préapprouvé. Et à l'époque, c'était seulement les États-Unis qui ne voulaient pas signer ce texte. Donc là, c'est vraiment en l'espace de même pas 6 mois qu'on voit une vingtaine d'États qui se désistent. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé précisément en 6 mois pour que tout ça change?
Ben c'est certainement que c'est pas nécessairement les mêmes intervenants qui étaient là en juillet dernier qui sont dans les gouvernements qui décident de changer leur fusil d'épaule, si je puis dire, mais c'est des raisons qui leur sont propres, qui sont vraisemblablement liées, puis je connais pas la dynamique de politique interne de ces pays, puis c'est à travers le monde, hein, c'est l'Australie, hein, c'est Israël, c'est les États-Unis, on le disait tantôt dès le départ, mais une quinzaine d'États de la communauté, de l'Union européenne en Europe. Donc, puis c'est pas juste des pays qui vivent des épisodes de gouvernement d'extrême droite ou plutôt à droite comme en Hongrie et en Pologne. Là, on parle de l'Italie, on parle de la Slovaquie, on parle de juridictions qui finalement ont décidé de reprendre plein contrôle. Ils craignent justement que cet instrument, quoique non contraignant, pourrait avoir, et ça c'est un des thèmes que j'aimerais aborder avec vous, parce que c'est pertinent pour le Canada aussi, c'est pas parce que cet instrument est de droit mou, non contraignant à l'international, que ça n'a pas de conséquences en droit interne, parce que les tribunaux canadiens, pour prendre l'exemple du Canada et québécois, il est clair, la Cour suprême l'a souligné depuis une vingtaine d'années, qu'il est pertinent de se référer aux instruments internationaux de droit dur, comme des traités, comme la coutume internationale, mais également de droit mou, comme la présente déclaration. On parle de pacte, mais c'est non contraignant. Donc, mais ce sont néanmoins des instruments qui peuvent aider à identifier les règles applicables en droit interne. Alors, c'est pas sans conséquences juridiques en droit interne. De là à aller jusqu'à suggérer, comme certains l'ont fait, qu'on perd notre souveraineté sur ces questions touchant la migration internationale, ça c'est une exagération odieuse. Mais on doit néanmoins faire la part des choses et reconnaître, et à cet égard-là, les troupes d'Andrew Scheer à Ottawa n'avaient pas tort de souligner qu'il y a quand même un impact juridique en droit interne du fait que le Canada devient un de ces États qui adhèrent à cet instrument de droit juridiquement non contraignant. Monsieur Bolac, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mon invité était Stéphane Bolac, il est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal.